Mais on fait nos chances. Si on reste sur le divan devant la télévision, c'est sûr que les bonnes choses vont pas arriver. Ouais. Okay? Comme Dickie Moore m'avait dit, il dit j'aimerais mieux être chanceux qu'être bon. Si la rondelle dévie de mon genou puis ça rentre dans le filet, c'est quand même un but. Ouais. Mais il faut que je me batte fort pour rester devant le filet parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me tasser de ma position devant le filet. C'est la meilleure analogie de faire ton propre chance, mais quand même si t'es pas devant le devenir filet, chanceux. Exactement. Tu feras pas ta chance. Donc, de surtravailler tes collègues, okay? J'ai toujours surtravaillé mes collègues. J'ai toujours appris la matière dans le sujet où je travaillais. J'ai voulu plus connaître que n'importe qui. Et donc, si je surtravaillais mes collègues et je connaissais le plus dans mon domaine, puis si je m'entourais par des gens, soit plus riches, soit plus intelligents, soit plus bons, si j'avais ces trois choses-là, puis il y en a plus, j'avais des meilleures chances à faire mon propre chance. Et donc, quand je rencontre des gens, puis je leur demande de regarder dans le miroir et se demander, est-ce que je surtravaille mes collègues? Est-ce que je suis première arrivée, dernière partie? Est-ce que j'étudie? Est-ce que je mange? Et d'être honnête avec la réponse. Oui, est-ce que j'avale toute l'information dans le domaine où je pratique? Est-ce que vraiment je suis prêt à m'entourer avec des gens talentueux qui peuvent même menacer ma position propre? Et 9 fois sur 10, ils disent pas oui à toutes les trois questions. Et il faut être capable de dire oui à tous les trois. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec des personnes inspirantes de par leur message, leur vécu ou leur parcours. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle alors que j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec l'homme de famille, le philanthrope et l'entrepreneur exceptionnel Mitch Garber. Mitch. Merci, Martin. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci. Good. Hey, Mitch, Plaisir. J'ai fait un effort pour me préparer pour l'entrevue. J'ai vu ça, On me dit que tu es un passionné de chaussures, Ouais. donc qu'est-ce que tu en penses? 1 sur 10, c'est bien? Gucci, Flash. Moi, je suis très conservatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bleu. Mais ça, j'ai fait faire. Moi, j'ai désigné moi-même sur l'Internet, donc au moins... Vraiment, hein? Oui. Oh my God. Good. Écoute, merci énormément de prendre le Merci. temps. Je sais que tu es en plein conseil d'administration pour le Cirque du Soleil. Ouais. Tu quittes à l'étranger ce soir. Merci énormément, on l'apprécie beaucoup. Mitch, président, donc PDG de Caesars Interactive Entertainment. Tu es un des exécutifs, semblerait, les mieux payés au monde. Et quand tu fais des entrevues, on parle beaucoup des millions que tu as fait. Mais j'ai l'impression que partout où tu passes, tu veux faire une différence et c'est vraiment important pour toi, making a difference. Ça te vient de où, cette drive-là, de vouloir faire une différence dans tous les deals, les acquisitions dans lesquelles que toi t'es impliqué, même comme philanthrope? Mais premièrement, honnêtement, c'est une passion pour moi, les acquisitions, la croissance de l'entreprise, même les problèmes et les troubles de l'entreprise et de trouver des solutions, de m'entourer par une équipe très, très forte et ensemble trouver des solutions des problèmes entrepreneuriaux ou affaires. Donc ça, c'est une passion. L'autre chose, c'est la reconnaissance de bonne chance. Donc, j'ai une reconnaissance de bonne chance. Mon père, qui est décédé tôt dans ma vie... Qui était lui-même entrepreneur. Il était entrepreneur, mais il y avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Il a quitté l'école au secondaire 2 pour s'en occuper de sa famille. Il était entrepreneur, millionnaire, faillite, et finalement, il s'est enlevé la vie. Donc, c'était une vie troublante, mais quand même, j'ai appris beaucoup de lui. Et une des choses que j'ai appris de lui, c'est qu'à tous les dimanches, on s'est allé faire couper les cheveux dans un petit centre d'achat, Van Horn Shopping Center à l'époque. Et il y avait toujours un monsieur qui vendait des culottes, des petites culottes d'un sac de vidange. Puis mon père, à chaque dimanche, il achetait les culottes de ce monsieur. Puis un jour, j'étais jeune, j'ai demandé à mon père, je dis, pourquoi tu as besoin de tant de culottes? Tu achètes à tous les fins de semaine. Je dis, j'en ai pas besoin. Il dit, mais si ce monsieur-là, il vient à tous les fins de semaine pour gagner sa vie à vendre d'un sac de vidange des culottes, moi, je vais en acheter. Et cette leçon-là, j'ai vraiment appris, puis j'ai appliqué dans plusieurs côtés de ma vie, c'est de toujours reconnaître ta bonne chance
et que les autres qui sont pas aussi chanceux, tu peux les aider. Et donc, de cette petite histoire-là, quand j'avais aucun argent et aucune conception de tout d'argent, j'ai appris une leçon qui m'avait bien servi dans le reste de ma vie. Absolument. Et j'aimerais qu'on continue ça un petit peu plus en détail parce que c'est bien documenté. En préparation d'entrevue, les gens vont... Maintenant, tu es très bien nanti. Tu sièges sur certains des plus grands conseils d'administration au monde. Tu côtoies des gens brillants, brillantissimes, mais tu as été élevé quand même dans la pauvreté. Donc, ça ressemblait à quoi un peu quand tu étais jeune? Parce qu'il y a trop de gens qui nous écoutent, qui ont une passion entrepreneuriale, qui sont porteurs de projets. Ils disent, oui, mais c'est facile pour Mitch parce qu'il est ici. Ouais. Et on oublie les humble beginnings, comme on pourrait dire. Ouais. Donc, les départs un peu difficiles, que ce soit à l'enfance ou même au début quand tu étais avocat, tu n'avais pas toute cette richesse-là. C'est facile. C'est sûr que en recul, en regardant en arrière, c'est plus facile. Parce que là, tu peux retracer toutes les étapes, toutes les erreurs et toutes les réussites et toutes les chances que tu as eues. Puis c'est une histoire très nette maintenant, très clean. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même des choses que j'ai fait à part de devenir chanceux. Puis je suis devenu très chanceux, j'étais chanceux. Est-ce qu'on fait notre chance? Oui, mais on fait nos chances. Si on reste sur le divan devant la télévision, c'est sûr que les bonnes choses vont pas arriver. Ouais. OK? Comme Dickie Moore m'avait dit, il dit « J'aimerais mieux être chanceux qu'être bon. Si la rondelle dévie de mon genou puis ça rentre dans le filet, c'est quand même un but. Ouais. Mais il faut que je me batte fort pour rester devant le filet parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me tasser de ma position devant le filet. C'est la meilleure analogie de faire ton propre chance, mais quand même si t'es pas devant le devenir filet, chanceux. Exactement. Tu feras pas ta chance. Donc, de surtravailler tes collègues, OK? J'ai toujours surtravaillé mes collègues. J'ai toujours appris la matière dans le sujet où je travaillais, j'ai voulu plus connaître que n'importe qui. Et donc, si je surtravaillais mes collègues et je connaissais le plus dans mon domaine, puis si je m'entourais par des gens, soit plus riches, soit plus intelligents, soit plus bons, si j'avais ces trois choses-là, puis il y en a plus, j'avais les meilleures chances à faire mon propre chance. Et donc, quand je rencontre des gens, puis je leur demande de regarder dans le miroir et se demander, est-ce que je surtravaille mes collègues? Est-ce que je suis première arrivée, dernière partie? Est-ce que j'étudie? Est-ce que je mange? Et d'être honnête avec la réponse. Oui, est-ce que j'avale toute l'information dans le domaine où je pratique? Est-ce que vraiment je suis prêt à m'entourer avec des gens talentueux qui peuvent même menacer ma position propre? Et 9 fois sur 10, ils disent pas oui à toutes les trois questions. Et il faut être capable de dire oui à tous les trois. Ouais, Georges Saint-Pierre, lorsqu'il a remporté son dernier championnat, disait « Plusieurs personnes veulent devenir champions, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix et se pratiquer pour devenir ce champion-là. » Donc, cette notion-là de payer le prix. Donc, est-ce qu'à cette époque-là, quand tu es jeune, grandi dans la pauvreté, est-ce que tu as déjà cette conscience-là de dire « Je dois travailler fort, je dois surtravailler les gens, je dois m'entourer d'excellence » C'est intéressant que tu demandes ça parce que j'ai 2 fils, 23 ans et 18 ans. Ils sont, Ryan et Dylan, ils sont très travaillants à l'école. D'après moi, c'est des très bons gars. Mais est-ce qu'ils ont le même faim que j'ai eu à 11 ans pour se lever à 5 heures le matin pour livrer les journaux pour très peu d'argent? Wow. Non. OK? Pour être franc, non. Pour devenir propriétaire d'une cantine à une piscine municipale de 14 ans à 19 ans et de travailler 7 jours par semaine pour gagner. Et à l'époque, j'ai gagné 3 000 $ par été. C'était énormément d'argent. Pendant que tes amis s'amusent. Pendant que mes amis allaient au camp d'été, parce que je n'étais pas pauvre, mais je n'étais pas assez riche pour aller au camp d'été à tous les étés comme mes amis. J'habitais en haut d'un duplex, mes amis habitaient dans des maisons. Il y avait des cours en arrière, peut-être des piscines, moi, j'en avais pas. Et je pleure pas parce que j'ai toujours mangé, j'étais toujours habillé. Mais tout ça pour dire que l'état financier de ma famille, je pense, et l'éthique de travail de mon père, ensemble, ont fait en sorte que je me levais à 5 heures le matin pour livrer ça t'a donné cette faim-là aussi. Oui, exactement. Cool. Écoute, ta devise comme entrepreneur, ça a toujours été d'acquérir des entreprises que tu peux contrôler. Ta devise comme humain, qui fait que tu excelles, est-ce que tu en as une? Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie qui fait que lorsque tu rentres dans une transaction, dans un acte philanthropique, parce que tu en fais beaucoup, tu donnes beaucoup de ton temps et de ton argent, qu'est-ce qui est ton leitmotiv à toi? Bon,
C'est difficile à dire parce que parler de soi-même est beaucoup plus difficile que quand quelqu'un d'autre le dit. Ce que je pense de moi, c'est que je suis très bon en relation interpersonnelle et avec des gens. De bien lire des gens, de respecter des gens, de faire affaire d'une façon sans crier, sans devenir bully, comme on dit en anglais, sans devoir gagner et écraser l'autre. Donc, j'en ai dans ma carrière rencontré des gens qui n'étaient pas gentils, pas fins, qui ont utilisé leur pouvoir pour écraser ou essayer d'écraser. Puis je pense que si tu fais le tour du monde, puis tu rassembles tous les gens avec qui j'ai fait affaire dans les derniers 20 ans, d'après moi, tu n'en trouveras pas un qui va dire que Mitch Garber, il avait la capacité de m'écraser, puis il l'avait fait. Donc, c'est de garder ses relations et de trouver une façon de faire affaire avec des gens plus civils. En fait, on trouve même le contraire, parce qu'on voit beaucoup de partenaires d'affaires ou des gens avec qui tu as fait des transactions qui disent que ta plus grande qualité, en fait, c'est l'intelligence émotionnelle. Honnêtement, je pense que oui, parce que j'étais pas... Ça, c'est très bon pour tes lecteurs et tes auditeurs, c'est que j'étais pas bon à l'école. C'était ma prochaine question. Ouais, j'étais pas bon à l'école. Ouais. Peut-être j'avais pas l'éthique de travail à l'école comme j'avais pour livrer les journaux et pour faire d'argent aux cantines, à la piscine municipale, je sais pas. Peut-être j'étais immature parce que j'étais comme le plus jeune dans mon année. C'est toujours pas la meilleure situation. Mais j'étais pas bon à l'école. Je coulais pas tous mes cours, mais j'étais pas bon à l'école du tout. Donc, c'est une bonne leçon parce que le monde devrait penser que tous les gens qui ont du succès étaient très bons à l'école, mais on trouve que l'inverse est souvent vrai. Mais quand tu vois qu'il y a une compétence qui doit être acquise pour exceller dans ton domaine, donc par exemple, l'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Non. Donc, quand tu dis je travaillais ou je surtravaillais mes collègues, je voyais qu'est-ce qui devait être acquis. Est-ce que ça, c'était une notion que tu disais, it's a people business. Si tu n'es pas en lien, tu n'es pas en bonne relation en affaires, les entrepreneurs, tu disais tantôt des gens qui bullient, qui intimident, qui crient, c'est souvent associé au monde des affaires. Shark Tank, donc un monde de requins. Shark Tank, exactement. Un monde de requins. C'est vrai. Tu as l'air de tout sauf un requin, tu comprends? Donc, tu as l'air de cet entrepreneur-là bienveillant qui met ses valeurs en avant constamment. Écoute, si aujourd'hui, j'ai 80% de l'argent que j'aurais pu avoir en étant Shark, je suis très content de laisser le 20% à côté pour quelqu'un d'autre et que les gens parlent bien de moi. Et que si je reste en affaires avec... Souvent, quand je fais une acquisition, le gens de qui j'ai acheté la compagnie restent avec la compagnie. Donc, si je suis en guerre avec eux pendant l'acquisition et j'essaie de leur noyer parce que j'ai le pouvoir de le faire, quel genre de relation on va avoir après? Oui, je leur paye l'argent, ils ont vendu leur compagnie, il y a un petit morceau qui va être payé dans le futur, donc ils sont obligés de rester, mais je ne veux pas qu'ils soient obligés de rester, je veux qu'ils veulent rester, croissance ensemble, faire plus d'argent, et ça c'est mon modèle. J'ai fait ça tellement des douzaines de fois dans ma vie. Nice. Dans plusieurs tribunes, tu as prôné que le gouvernement faisait un pauvre boulot à promouvoir les valeurs entrepreneuriales et que tu es d'avis justement qu'on devrait faire ça davantage. Selon toi, c'est quoi un bon entrepreneur? Quelles sont les qualités que toi, tu cherches un entrepreneur quand tu fais une acquisition et que les gens qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes, disent, gars, travaille sur ces compétences-là, même si c'est intrapreneur, travaille sur ces qualités-là parce que c'est important pour t'épanouir dans la vie. Oui, mais on retourne aux éthiques de travail, t'entourer avec les meilleures personnes. Moi, je trouve, ce que j'ai appris dans l'œil de dragon, c'était combien de fois l'entrepreneur a une mauvaise idée. C'est-à-dire que c'est un bon entrepreneur, il ou elle peut faire d'argent, peut avoir du succès, mais ils ont le mauvais produit, le mauvais marché. Donc, et eux sont convaincus que c'est l'idée du siècle. Très souvent. Oui, très souvent. Ils tombent amoureux avec cette idée-là. Oui. Donc, disons que tu veux devenir milliardaire. OK? Dans ta tête, tu vas devenir milliardaire. Mais tu vends les bleuets de Lac-Saint-Jean. OK? Les bleuets de Lac-Saint-Jean, c'est un très bon produit. Il y a beaucoup de concurrence. Il faut connaître le marché international, le marché local. Il faut comprendre le plafond en vendant les bleuets de Lac-Saint-Jean. Et pourquoi tes bleuets de Lac-Saint-Jean sont mieux que les autres? Qu'est-ce que vous allez faire pour garder votre position?
qu'est-ce que vous allez faire pour que les autres ne rentrent pas dans le marché? Écoute, donc, en reculant et en posant ces questions-là, tu peux vite reconnaître que peut-être, pour moi, si je veux devenir milliardaire, OK, c'est quand même un rêve, OK, millionnaire, je devrais trouver un autre produit. Si tu es content de gagner une vie en vendant des bleuets de Lac-Saint-Jean, c'est une excellente façon de gagner une vie. Donc, j'en ai rencontré des gens qui avaient des rêves qui étaient déraisonnables, qui mal calculaient le marché, qui mal calculaient le coût de l'entreprise. Le potentiel du marché. Exactement, oui. Donc, être réaliste, pour moi, c'est super important. Ça ne veut pas dire que quand le monde te dit « Ah, tu ne vas jamais réussir », que tu ne battes pas. Tu battes, mais assure-toi que tu te battes pour un modèle d'affaires et un produit et un marché que tu as bien recherché et qui a de l'allure et qui a toutes les opportunités et que tu as tous les outils et toutes les personnes et tout l'appui et tout l'argent pour le faire. Et donc, rêver, c'est bon, mais exécuter la rêve, ça, c'est la réussite contre l'échec. C'est important. C'est souvent là que ça manque un peu là, dans les gens qui ont des grandes ambitions et des grands rêves. Oui. Mettre un peu de réalisme dans... Non, beaucoup de réalisme. Regarde, il faut beaucoup de réalisme. Ouais. Et tu prends quelqu'un comme Elon Musk qui dit « OK, moi, je vais fabriquer une nouvelle voiture. Ça va être électrique. » Sûrement, le monde, on dit que jamais tu vas faire concurrence avec Mercedes, BMW, Ford, GM. Puis il le fait. OK? Donc, on n'a pas toujours raison quand on regarde le marché puis on dit « ça va être difficile. » Difficile, c'est correct. Être réaliste est important. On parle de Elon Musk. Tu sembles très équilibré. La famille, tu parles souvent de ta famille, tu parles de tes enfants, ton épouse, Anne-Marie. Donc, est-ce que toi, en cours de carrière entrepreneuriale, ça a été important de maintenir une certaine balance? Qu'on parle dernièrement, Elon Musk travaillait des 18 heures par jour pendant des années. Toi, ta position sur quand tu as ce rêve-là et tu sais qu'il faut que tu hustles, tu travailles très fort, comment est-ce que toi, tu l'as géré au cours de ta carrière? As-tu des fundamentals que tu te dis, je dois demeurer en santé? Il y a des trucs qui sont non négociables. Mais écoute, je continue de retourner dans les mêmes thèmes. Okay. Si tu es très bien entouré, OK? Donc là, tu as une équipe de 5 personnes qui sont très habiles. Là, il ne faut pas faire 100% du travail. Beaucoup d'entrepreneurs que je connais, même les PDG, ils font tout seuls parce qu'ils ne peuvent pas confier. Oui, ils ne peuvent pas déléguer, ils ne peuvent pas confier. Et donc, souvent, c'est l'entrepreneur ou le PDG qui est jamais à la maison, qui voit pas souvent ses enfants, qui est toujours sur la route parce qu'il n'envoie pas un de ses coéquipiers à une rencontre, à une convention, conférence. Donc, en m'entourant avec des très bonnes équipes, je ne suis pas toujours allé en Asie, je ne suis pas toujours allé à toutes les conférences. Je retournais à la maison à 6h, 6h30 le soir pour manger avec mes enfants. Ah oui, hein? Ouais. Donc, avoir une balance, c'est des mots. Ouais. L'exécution avec ton équipe. Ouais. Exactement. OK, cool. C'est vraiment un bon exemple parce que tout le monde déjà présentement fatigue professionnelle, dépression. Mais si tu demandes, se perdent complètement dans leur entreprise et finalement ils deviennent prisonniers de leur entreprise un peu. Donc, Mais on parlait beaucoup de balance et travail et d'être honnête avec toi-même. Donc, une autre question pour l'entrepreneur et pour le PDG. Est-ce que je délègue comme je devrais déléguer? Et 9 fois sur 10, honnêtement, il ou elle vont dire je peux plus déléguer, mais j'aime mieux faire moi-même parce qu'il n'y a personne qui peut le faire comme moi-même. Et c'est pas vrai. Une bonne coéquipier peut le faire comme toi-même. Peut-être tu n'es pas bien entouré parce que tu es menacé par des personnes qui sont très fortes, qui peuvent le faire, qui peuvent faire les choses que tu peux faire. Et donc, moi, je conseille très, très souvent de regarder dans le miroir. Est-ce que les coéquipiers sont vraiment les plus forts que tu peux aller trouver ou est-ce que c'est les meilleurs pour toi pour te faire sentir comme si tu es plus important que tu devrais l'être? Quels sont tes plus grands échecs entrepreneuriaux? Donc, on a l'impression que tu as la touche Midas. Tout ce que tu touches se transforme en or. J'en ai manqué des opportunités. Donc, je suis très chanceux en ne pas avoir vraiment des gros échecs. C'est plus des opportunités mais j'ai manquées. manqué plusieurs opportunités. Peter Thiel et Elon Musk, en 2000, ils ont fait une offre pour acheter ma compagnie, une très, très bonne offre. Ils m'ont offert un contrat qui valait plus que 100 millions de dollars. On a eu le souper de fermeture à Ribbon Reef à Montréal, puis on était capable, eux,
d'annuler l'entente avant même payer parce que eBay venait acheter PayPal. Et donc, ça, c'était une opportunité où moi, j'aurais devenu partenaire de Peter Thiel et Elon Musk, exécutif de PayPal à San Francisco. Et celle-là, c'est un coup manqué, mais aujourd'hui, je suis pas mal content que les choses se sont déroulées comme ils sont déroulées. J'ai manqué l'opportunité à Hotmail avec le fondateur de Hotmail qui m'a offert en 1997 d'investir dans sa compagnie. Puis je voyais son bureau à Sunnyvale, il y avait des serveurs avec de scotch tape, puis des cordons, puis des fans, puis de... Ça n'avait pas l'air trop prometteur. Non. Puis là, 3-4 mois plus tard, Microsoft achète la compagnie pour 700 millions. Manquait celle-là. Mark Cuban m'a offert d'investir avec lui en 96 ou 17 dans AudioNet, qui est devenu Broadcast.com, qui fut vendu à Yahoo pour 5 milliards, qui par après est devenu zéro, mais Cuban a récupéré son 2 milliards, puis aujourd'hui, il est très, très bien connu, c'est la Shark originale. Donc, c'est des coups manqués, des opportunités. C'est des opportunités manquées que des revers ou des trucs où c'est que tu as manqué ton coup, on peut dire. C'est quoi tes plus gros défis aujourd'hui? Donc, dans ta vie présentement d'entrepreneur, tes plus gros défis? C'est plus personnel. Je me pose beaucoup de questions. Qui est-ce que je veux être devant les gens? Comment est-ce que je veux passer mon temps? Combien de temps en philanthropie? Combien de temps en poursuivre des acquisitions parce que c'est ma passion? Est-ce que je dois faire plus d'argent parce que je me sens comme si ça serait peut-être pas la meilleure façon de passer mon temps? Mais je veux continuer d'être entouré et dans le mix affaires avec des gens d'affaires. Donc, c'est plutôt, et je veux passer plus de temps avec ma femme parce que mon fils, le plus grand, il a fini à l'université, son premier bac, le deuxième, il commence à McGill il y a une semaine. Donc, juste comment passer mon temps. J'ai 54 ans, donc j'espère vivre beaucoup plus longtemps, mais quand même, c'est une phase dans la vie maintenant, quand les enfants quittent la maison et quand je suis peu PDG d'une compagnie opérationnelle, je suis plus sur les conseils d'administration, plus investisseur. Avec le gouvernement de Canada, je suis le président du conseil d'administration d'Investir au Canada, qui est responsable pour amener les investissements de l'étranger dans les milliards de dollars. Donc, je veux passer du temps à aider à faire ça. C'est une position non payante. C'est pas la philanthropie. C'est pas la philanthropie, mais quand même, je redonne au pays qui me donnait beaucoup. Ouais. Et là, tu quittes pour la France pour un autre conseil d'administration, tu me disais juste avant l'entrevue. Oui, c'est la compagnie de mode Lanvin qui fut achetée par Fosun, qui est une compagnie qui détient 20% des parts de Cirque du Soleil. Et donc, maintenant, je suis partenaire avec eux dans plusieurs acquisitions. Donc, dans la mode que j'aime beaucoup, Lanvin, c'est une compagnie historique basée en France. Mais les Chinois, ils m'ont cherché peut-être pour mon talent à faire, mais plutôt parce que je parle français aussi. Donc, ça fait mon affaire. Est-ce que toi, tu as eu des mentors, comme tu côtoies des gens d'excellence, Guy Laliberté, perçu comme une personne les plus créatifs au monde. Tu étais un ami très proche de René Angélil. Qu'est-ce qu'on apprend à côtoyer l'excellence là-dedans? Qu'est-ce que toi, tu as le plus admiré concrètement? Tu as vu ces gens-là dans leur simplicité, très, très humble. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus à côtoyer ces gens-là? Peut-être que nous, on peut peut-être perdre la perspective de ça, puis tu dis... Oui, mais encore là, c'est une leçon que j'ai appris un peu tard dans la vie. Donc, quand je suis grandi à Montréal, les noms Bronfman, Molson, Desmarais, De Gaspé, Saputo, ça m'intimidait. Quand j'ai rencontré pour la première fois chacun de ces hommes ou femmes, j'étais nerveux. Quand je rentrais la première fois dans leur grande maison, je ne savais pas exactement comment comporter. Quelqu'un m'a offert un verre de champagne. Je ne savais pas exactement comment faire. Pas parce que j'étais pas sophistiqué, mais je n'étais pas élevé dans cette... Et là, avec le temps, longue histoire courte, c'est juste des gens. Ils sont soit gentils ou pas gentils. Alain Bouchard est très gentil. Il y a beaucoup de temps. Oui. Steven Bronfman est très gentil. Lino Saputo Jr. est très gentil. Et donc maintenant, je m'en doute pas qu'il y a des milliardaires qui ne sont pas gentils, mais j'ai la chance de côtoyer que les gens qui ont reconnu le succès, qui sont des gens comme moi et toi, pareil. Leur maison est peut-être un peu plus grande, leur avion peut-être un peu plus privé, mais, mais c'est des gens comme moi et toi, puis tu peux beaucoup apprendre d'eux et eux peuvent beaucoup apprendre de toi et ils le reconnaissent. Et donc, l'intimidation que j'ai
senti plus jeune. Je le sens peu et je veux jamais qu'il y a quelqu'un qui est intimidé par moi parce qu'il m'en veut à la télévision ou il pense parce que j'ai plus d'argent qu'eux que c'est vrai que ça doit être intimidant. Ça ne devrait pas être intimidant. On crée des écarts. Donc, si tu souris et si tu dis bonjour à tout le monde, comme René Angelil a toujours fait sentir très confortable le monde qu'il rencontrait parce qu'il les regardait dans les yeux. Ils appelaient champions. Oui, les champions. Il leur demandait des questions personnelles. C'est quoi le nom de ta femme? Tes enfants ont quel âge? Un vrai intérêt. Donc, j'ai appris femme, de chaque Céline, personne. Elle est pareille. Là, elle s'intéresse au monde. Elle est pareille. Oui, elle est pareille. Écoute, très touchant. Merci beaucoup, Mitch Garber, de t'être arrêté avec nous. Donc, très gentil. On te souhaite des excellentes réponses aux questions que tu te poses présentement par rapport à tes défis. Bon voyage en Europe, mais merci énormément d'avoir pris le temps de venir partager ta sagesse et tes expériences avec nous. À la prochaine. Fantastique. Alors, j'espère que vous avez retrouvé autant de valeur que moi, j'ai pu en retrouver dans cet entretien-là. Je suis curieux de voir laquelle des perles de sagesse que Mitch nous a partagées, qui vous a peut-être le plus rejoint. Laissez-le dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Tant qu'à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. Au revoir tout le monde.